The moderator has not yet joined the conference. Alors bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Centre de foresterie des Laurentides. Je suis Vincent Roy, directeur de recherche collaborative au Centre canadien sur la fibre de bois du Service canadien des forêts. Bienvenue à ce 5e colloque de la 34e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui est intitulée « Les changements climatiques, les opérations forestières doivent s'adapter ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec plaisir que je vous présente les conférenciers d'aujourd'hui, Glenn Légère et Philippe Meek de FP Innovation. Glenn Légère est ingénieur forestier. Il est gestionnaire principal routes et infrastructures où il dirige une équipe spécialisée en transport forestier, routes et infrastructures. Mais depuis quelques jours, il est maintenant directeur chez FP Innovation. Donc, félicitations pour la promotion. Il œuvre dans le domaine de la recherche en opérations forestières depuis 1995, à l'époque sous la bannière de FERIC. Avant d'occuper différents postes de gestionnaire, Glenn s'est davantage spécialisé en voirie forestière, où il a mené des projets en design, construction, entretien et sécurité routière. Depuis quelques années maintenant, l'effet des changements climatiques sur les routes et infrastructures occupe une partie importante du programme de recherche de son équipe. Philippe Meek, qui est ingénieur forestier, a reçu son diplôme de l'Université Laval en 1985 et a complété une maîtrise en aménagement forestier. Il a travaillé à titre de planificateur et sylviculteur pour les entreprises James McLaren dans le centre du Québec pendant 4 ans. En 1992, il s'est joint à FERIC, l'ancienne division des opérations forestières de FP Innovation. Ses travaux étaient principalement consacrés à la recherche opérationnelle en récolte forestière, surtout en appui à l'implémentation de coupes partielles. Il a aussi contribué au projet qui vise la réduction des impacts environnementaux de la récolte de bois. C'est à ce titre qu'il présente les travaux de collègues de l'équipe de chercheurs qu'il dirige à titre de gestionnaire opérations forestières. Je vous souhaite un bon colloque et je laisse maintenant la parole à M. Légère et Meek. Merci. Merci Vincent. Bonjour. Bon matin à tous. Bon matin également à ceux et celles qui seront au téléphone ou en vidéoconférence. On espère que le son est correct. Vous m'entendez bien? On me dit que oui. Et les images vont être intéressantes également. Donc, bienvenue. Merci de vous joindre à nous ce matin. Un sujet qui vous tient à cœur, j'imagine, les changements climatiques. On le voit tous les jours maintenant. On aurait aimé savoir le 75 cm de neige qu'il y a eu à Terre-Neuve, ici au Québec, pour être capable d'en profiter pour le ski. Mais malheureusement, à Montréal, on a eu de la pluie. Donc, c'est ça, les changements climatiques. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. C'est les extrêmes qu'on vit. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Notre objectif, c'est vraiment sur le côté opération forestière. Donc, quelles sont les solutions, quels sont les impacts qu'on va devoir traiter. Et puis là, je m'aperçois que je ne suis pas sur le bon diapo. Bon, voilà. Donc, Philippe et moi, on partage la présentation. Je vais faire la première partie et Philippe va terminer avec la deuxième moitié. Je vais également souligner la contribution de Mark Partington. Vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est pas mal Mark, notre professionnel sur ce sujet-là. C'est lui qui gère notre initiative en changement climatique. Vous allez voir à la fin, il y a quand même une grande liste de références également. Donc, on veut remercier Mark là, pour nous avoir préparé la plupart des diapos qu'on va regarder ce matin. Donc, l'objectif, on a 4 points vraiment qu'on veut regarder. On veut regarder au niveau de la sensibilisation. Je pense qu'on l'est déjà en tant que professionnel de la forêt. On sait déjà qu'il y a des problèmes. On va regarder ça un peu ensemble. Sensibiliser l'impact sur les opérations forestières. On va regarder c'est quoi de la résilience, de l'adaptation. Il y a quelqu'un qui a pogné la grippe cet hiver? Personne n'a pogné la grippe? Philippe qui a pogné la grippe, là. Philippe, la semaine dernière. Il n'est pas très résilient, Philippe. J'ai passé 3 heures avec lui. J'ai passé 3 heures dans le train, donc j'espère que je vais être capable de m'adapter. Donc, on va regarder résilience et adaptation ensemble. On va regarder aussi au niveau comment on fait pour mesurer le risque des différentes structures, par exemple, sur une route. Comment on les mesure? Quelles sont les techniques qui sont disponibles pour le faire? Et comment on fait pour évaluer la vulnérabilité d'une opération forestière, par exemple, ou d'un réseau routier? Et évidemment, on va vous présenter quelques méthodes, quelques solutions potentielles qui peuvent être en application maintenant ou quelques idées qui ne sont peut-être pas dans nos règlements présentement, mais qui pourraient être utilisées. Donc, c'est un peu les 4 objectifs de notre présentation. Chez FP Innovation, on a un mandat national, donc on a un bureau
Montréal, Québec et Vancouver. On a des gens un peu dans les régions également. Donc aujourd'hui, on vous présente des idées, des solutions, des problématiques. C'est pas spécifique au Québec. Donc, on ne va pas rentrer dans le RADF puis ce genre de conversation-là. C'est vraiment des solutions qui sont peut-être en usage présentement, ne sont peut-être plus en usage, ou peut-être ne seront jamais en usage, on ne sait pas, mais on vous met en garde. On ne regarde pas la RADF aujourd'hui, on ne regarde pas spécifiquement le Québec. C'est vraiment des problèmes généraux au niveau des changements climatiques et des opérations forestières. Je pense que c'est le seul graphique qu'on a à vous présenter ce matin. Là. La plupart de nos diapos, là, c'est du texte et des photos. On va prendre quelques secondes juste pour se mettre dedans un peu, pour mettre la table. Probablement qu'on a déjà vu dans la salle ce graphique. On présente en fait des scénarios, des prédictions pour la prochaine décennie. Et on regarde deux différents modèles. Une émission mondiale élevée, c'est-à-dire qu'une augmentation de température mondiale moyenne de 3,7 degrés. L'autre scénario qu'on regarde dans le graphique, c'est une émission mondiale faible. Et avec le faible, on s'attend à une augmentation moyenne de la température mondiale de 1 degré. Ce que les chercheurs nous disent, c'est que dans nos adaptations, dans nos façons de faire, il faudrait regarder les émissions mondiales élevées. Donc, il faudrait regarder surtout les graphiques ronds gris qu'on voit. Si on regarde du côté gauche, la partie ici, on parle surtout de température. Donc, on parle d'une augmentation de température moyenne annuelle d'à peu près 6 degrés dans la prochaine décennie. Maximum quotidien annuel également, une augmentation de 6 degrés. Le troisième ici, on parle du minimum quotidien annuel le plus bas. Moi, je l'avais dit autrement, là, la température la plus basse va augmenter finalement de 15 degrés. Donc, on s'attend qu'avec les températures, on va avoir des changements au niveau de nos cellules d'opération, au niveau de nos opérations forestières. Est-ce que l'hiver va être un peu plus court? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Probablement un inconvénient, parce qu'on récolte beaucoup d'hiver, beaucoup de transport d'hiver. Mais est-ce que l'été va être plus long? Il faudrait se poser cette question-là. Est-ce que ça va être un avantage? Potentiellement, oui. Si on regarde sur le côté droit de la figure ici, de ce côté-là, on s'attend qu'il va avoir un impact plus sur le réseau routier. Donc, les ponts, les ponceaux, les routes en tant que telles. Des précipitations vraiment significatives. On parle de 23 d'augmentation annuelle moyenne. Et puis, les précipitations extrêmes, c'est cela qu'il faut faire attention. Une précipitation extrême de 24 heures sur 10 ans ou sur 50 ans, c'est l'événement-là qui vient causer des problématiques au niveau des ponts et des ponceaux et des routes également. Donc, ces statistiques-là nous proviennent d'un rapport qui a juste été publié. Là, vous avez la référence en bas de l'écran. Donc, c'est le pour le Québec. On s'attend à des changements similaires au reste du Canada. Toutes les régions du Québec peuvent s'attendre à des augmentations de la quantité maximum annuelle de précipitations et pour toutes les durées. On s'attend également à une hausse significative pour tous les indices de précipitations abondantes et extrêmes et pour toutes les régions du Québec, mais notamment pour le Nord. Donc, le Nord, on s'attend que le Nord va avoir un plus grand impact face au changement climatique. On sait que la plupart de notre récolte également se fait dans les régions plus nordiques. Je suis très déçu de ce qui va arriver au niveau de la Reine. Moi, je suis un skieur, c'est du fond, ski alpin. On peut pas que je prenne ma retraite dans le Nord. On s'attend à des diminutions de neige au sol dans les années 2040 et 2070. Donc, Félix va pouvoir en profiter plus rapidement. Moi, tu prends ta retraite bientôt, c'est chanceux. Et en hiver, on s'attend que la majorité des bassins versants au Québec vont avoir des débits plus élevés. Donc, les débits élevés l'hiver, c'est problématique au niveau des opérations. La plupart de nos structures ne sont pas capables de prendre ces débits-là. Ils peuvent être gelés, ils peuvent être remplis de neige. Donc, on va avoir des problématiques au niveau des structures d'hiver également. Vous allez voir ce matin, moi, je vais me concentrer plus sur les infrastructures et Philippe va plus se concentrer sur les aspects de récolte. Au niveau de la construction de chemin, c'est certain que les routes d'hiver pour nous au Québec et même à l'échelle du Canada, c'est vraiment la colonne vertébrale de nos opérations. Je veux dire, on fait la majorité de notre transport d'hiver. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher, les chemins sont pas chers à construire l'hiver. Dans certains cas, on va transporter des charges plus élevées. Il va falloir s'ajuster en fonction du climat. Il va falloir ajuster nos horaires de transport également en termes de saison. Vous connaissez peut-être les différentes saisons au Québec au niveau des restrictions de charge, la zone 1, la zone 2, la zone 3, qui est enclenchée
des transports. Ces zones-là vont probablement être appelées à changer. Est-ce que 3 zones, c'est suffisant? Probablement pas. Il va peut-être falloir aller avec des zones statistiques régionales et d'être capable de mieux répondre aux changements. Il va falloir être plus agile dans le futur au niveau du transport. Il faut être capable de répondre à ces changements de température-là en termes de gestes, des routes. Une augmentation de la demande sur l'infrastructure. Donc, le fret sur notre infrastructure a augmenté au niveau de nos structures, ça c'est clair. Et l'entretien de ces réseaux-là s'ensuit. Au niveau de l'agricole, comme je disais, Philippe, on parlait un peu plus tard, mais ici, on parle de petites forêts, de chantiers, d'épidémies. Il va falloir aller récolter cette cible-là par la suite. Il va falloir être capable d'aller là rapidement. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Quels sont les systèmes de récolte qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de flexibilité pour être capable d'aller dans ces forêts-là pour récolter rapidement? Est-ce que nos usines vont être capables de répondre à cette demande-là? Est-ce qu'ils vont être capables d'accueillir cette cible-là? Augmentation du risque des dommages au sol, réduction de gel, donc au niveau de la récolte, ça peut être problématique, au niveau de l'orniérage, par exemple. Et également une croissance du genre de contraintes au calendrier d'activité d'aménagement. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, on a besoin d'être conscient. Je pense qu'on l'est. On est conscient qu'il y a une nécessité de s'adapter. Je pense que même les industriels s'en rendent compte. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont commencé à réagir. Ils sont dans un mode réactif présentement. Je ne suis pas convaincu qu'ils ont commencé à changer leur pratique, mais ils sont conscients que c'est problématique. Vous le voyez dans la photo de gauche, c'est eux qui le vivent. Quand il y a des événements comme ça. Il faut connaître les événements. On va en regarder aujourd'hui. On parle, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la pluie? C'est quoi les problématiques? Quels sont les événements qui vont avoir un impact? Puis qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Quelles sont les pratiques qu'on va mettre en place pour s'adapter plutôt que d'être réactif? Donc, comprendre l'adaptation. L'adaptation, c'est toute action qui réduit l'impact négatif du changement climatique et la vulnérabilité des opérations forestières. On peut avoir des adaptations structurelles, donc ce n'est pas nécessairement des coûts élevés. On change nos façons de faire, on peut changer légèrement au niveau des traverses de cours d'eau, par exemple, c'est structural. Mais on peut aller vers des adaptations plus opérationnelles. Donc là, on embarque probablement plus dans des politiques et des procédures. Donc, c'est des choses qui prennent, c'est à plus long terme, ces adaptations-là, puis éventuellement, on va falloir se pencher sur cette question-là. La mise en application n'exige pas nécessairement des changements ou des coûts considérables. Donc, il existe quand même des saines pratiques. On l'utilise déjà. Par exemple, le contrôle d'érosion et sédimentation sur les routes. C'est des pratiques qui existent déjà, qui peuvent nous aider s'il y a des événements majeurs qui arrivent. Donc, c'est des solutions simples. Il s'agit d'en parler. Il s'agit de continuer à faire du transfert de connaissances au niveau de ces technologies-là ou ces pratiques-là. Et il y a des stratégies un peu plus majeures, comme je disais tantôt, qui vont être appelées à changer finalement peut-être certaines réglementations et nous rendre un peu plus agiles dans nos façons de faire. Donc, la résilience, c'est la capacité de supporter les interruptions, les perturbations et de s'adapter aux conditions changeantes. Donc, j'espère être résilient. J'ai passé 3 heures dans le train avec Philippe. J'espère que je n'ai pas pogné sa grippe. Mais c'est ça. Est-ce qu'on est capable de s'adapter? Est-ce qu'on est capable d'être résilient? C'est pas être résilient à tout. Donc, on s'attend que on ne veut pas se préparer pour une guerre nucléaire. C'est pas ça l'idée. Est-ce que la structure est capable de supporter une grande charge, mais sans perdre la route? Est-ce que l'eau peut passer par-dessus la route, par exemple, sans que la route passe? C'est peut-être ça le niveau d'adaptation qu'on veut. On ne s'attend pas à quelque chose qui va résister à tout risque. Donc, des opérations qui peuvent quand même reprendre une capacité plus élevée que la normale. C'est un peu ça l'objectif. Donc, le risque, c'est la seule équation, je pense, qu'on a dans notre présentation. C'est assez simple. Là. Le risque, c'est la probabilité multipliée par la sévérité. C'est assez simple. C'est le concept qui est vraiment publié dans à peu près tous les modèles au niveau de l'évaluation des risques, qui est publié dans le ISO 31000. La probabilité qu'un événement arrive. Donc, cette probabilité-là, on va l'obtenir où? On va l'obtenir des organisations comme Boranos, par exemple. Ils vont nous fournir des prédictions pour les régions données. On va chercher notre probabilité. Donc, après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, prenons l'exemple d'un ponceau sur une route de si on a une augmentation très élevée depuis, par exemple, de 24 heures, et le ponceau part, on perd la route, quelle est la sévérité de cet événement-là? Si la route est fermée, il n'y a plus d'accès, la route mène à nulle part, la sévérité est minime. Si cette route-là mène à une municipalité, la sévérité est très élevée. Donc, c'est aussi simple que ça. On
on l'applique sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, un facteur pour la probabilité. Probabilité que ça arrive très élevé, par exemple un 5. Sévérité, si on perd la route, on ferme la ville, un 5, 5 au 5, 25, on l'obtient, un risque très élevé. Donc, l'idée, c'est d'avoir une matrice. Si on choisit, par exemple, une route de nuit ou un sponsor ou une opération, on sort de notre matrice tous les éléments, toutes les structures sur cette route-là, et on les regarde un par un. On évalue la probabilité d'un événement X, pluie, neige, gel, et on évalue la sévérité. Ça nous permet de faire ressortir où sont les maillons faibles dans notre réseau, si on regarde un réseau, par exemple. Donc, l'idée, c'est de prioriser par la suite. On ne peut pas penser à changer toutes nos structures sur un réseau. Il faut trouver ces maillons faibles-là et réagir par la suite. Et l'évaluation de risque, c'est la façon de le faire. Il existe plusieurs protocoles. Nous, on a utilisé un protocole qui a été développé par l'Ingénieur Canada. C'est un protocole qui porte le nom du comité qu'ils ont développé. C'est le comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie et des infrastructures publiques. C'est un protocole qui nous offre un cadre pour vraiment faire une évaluation de risque, une évaluation de vulnérabilité. Tous les évaluations qui ont été faites dans le passé sont disponibles sur le site web d'Ingénieur Canada. Ils tiennent un catalogue de toutes les évaluations. Ils demandent le genre de permis pour utiliser leur approche, simplement parce qu'ils veulent cataloguer toutes les évaluations qui ont été faites. Le processus est assez simple. On étudie notre projet, on établit c'est quoi notre projet. Le projet pourrait être le campus de l'Université Laval, par exemple. Et là, on fait une collecte de données. On regarde chez Orana si nous sortons des prédictions météo pour le campus. Et on regarde toutes les édifices et structures qu'on a sur le campus, un par un, on fait notre évaluation de risque en utilisant l'équation de l'ENI. Et par la suite, on peut établir des conclusions et des recommandations où on doit se concentrer. Il peut avoir à mi-chemin une analyse d'ingénierie qu'on appelle. Donc, il y a certaines structures qui demandent l'appel d'un ingénieur, par exemple, pour évaluer un pont, par exemple. On pourrait avoir besoin d'aller faire un tour sur le terrain et évaluer plus précisément cette structure. Donc, l'approche nous fournit un protocole pour faire l'évaluation. Si on regarde les routes, pourquoi devons-nous nous adapter? Je le disais tantôt, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre opération. Les routes doivent nous donner accès à la fibre aérienne dans certains cas. Les routes moins susceptibles d'être fermées pendant toute la longueur de l'année, il faut essayer de les garder ouvertes le plus possible. Ces routes-là, souvent, c'est des routes qui sont multi-usages. Donc, on peut avoir des municipalités, on peut avoir des pourvoyeurs qui utilisent ces réseaux-là. Il y a une grande importance au niveau de la sécurité des usagers qu'il faut en tenir compte également. Et au niveau de la conformité aux normes de certification réglementaire. Donc, c'est ça les raisons pourquoi on doit adapter ou être prêt à s'adapter au niveau de la voirie. Au Québec, par exemple, on compte, et ça, ici, je cite une étude de Paradis Lacombe, des étudiants qui travaillaient sous la direction de Sylvain Croix, l'Université de Laval, de son côté. Il faudrait que M. Permondor puisse peut-être travailler sur ce dossier-là également, je ne sais pas. Donc, on parle de 400 km de route au Québec, tout route confondu, probablement les 10 qui sont inclus là-dedans. Au Canada, en général, on dit que plus de 70% du réseau routier sont des routes non révélies, des routes en gratuit, essentiellement des routes forestières. Au niveau des opérations forestières, le coût de transporter la fibre, de récolter, de transporter la piscine, la route, en tant que tel, l'entretien représente à peu près 10 à 15% du coût. Donc, c'est quand même assez majeur. Ici, les 3 points, c'est un peu un genre de cercle. On fait ressentir les pratiques, on ressent les pratiques d'adaptation, on les met en application, on retourne, on évalue leur performance et si ces pratiques-là ont fonctionné. On fait des changements et on continue. Donc, c'est un peu l'approche au niveau des pratiques. L'adaptation doit se produire sur tout le cycle relatif aux routes d'accès. Donc, on parle de planification, construction, la gestion de l'eau, c'est un élément très important, les travaux de cours d'eau, l'entretien et le transport. Donc, au niveau de la planification, la première chose qu'il faut être capable de faire, c'est avoir un inventaire de nos structures. Je pense que la plupart des compagnies ont un bon inventaire au niveau des structures. Est-ce qu'ils connaissent la performance de ces structures-là? Est-ce qu'ils connaissent leur état? Ça, c'est un peu plus variable à ce niveau-là. Les systèmes obligés permettent de cataloguer toutes nos structures, mais
qu'on fait quand il y a un événement comme ça? Est-ce qu'on est prêt à réagir? Est-ce qu'on a un plan de sécurité pour être capable d'intervenir rapidement dans un cas comme qu'on voit ici à l'écran? Moi, je ne suis pas convaincu qu'on a des plans dans tous les cas. Et avec l'évaluation de vulnérabilité, ça fait qu'on peut cibler certains sites, certaines routes où il faudrait peut-être avoir un plan d'avance pour être capable de réagir dans une situation comme celle-ci. On s'attend que dans l'avenir, puis même maintenant, on utilise de plus en plus les cours de bois, de cours satellites, où on entrepose de bois l'hiver, on peut transporter des charges plus élevées pendant une période très courte, on entrepose de bois, on peut le ramener à l'usine par la suite sur les routes municipales. Donc, on s'attend que les cours de satellites, probablement, c'est quelque chose qui va être utilisé de plus en plus dans l'avenir pour pallier justement la variation de température et la variation de l'humidité. Charles Dupuis, et puis, comme je l'avais déjà dit, le troisième point. Au niveau de la construction, il existe quand même beaucoup de solutions qui peuvent vraiment nous aider sur la performance des infrastructures. Par exemple, l'utilisation des géosynthétiques. Nous sommes justement en train de produire chez Innovation un guide là, sur le design avec les géosynthétiques. Il existe beaucoup de produits, il y a eu beaucoup d'avancées depuis les 30 dernières années avec les géosynthétiques. Le produit que vous voyez ici, c'est un produit qui permet de drainer la fondation. Donc, c'est un produit de renforcement, mais il y a également une mèche à l'intérieur du géotextile qui prend l'eau par capillarité, prend l'eau qui l'évacue vers les fossés. C'est un projet qu'on a fait au Yukon, mais c'est un produit qui est intéressant si on s'attend d'avoir vraiment beaucoup d'eau dans la chaussée à certaines régions. Donc, il y a une panoplie de produits. J'ai un tabou là-dessus, on pourrait en parler pendant 3 heures. Soit au niveau du renforcement, de la séparation des matériaux, le drainage, les produits sont disponibles et les techniques de design sont connues également. Il va falloir que gérer l'eau également. Donc, on a souvent entendu drainage, c'est les 3 choses les plus importantes sur une route, mais c'est encore vrai, et ça va devenir encore plus important. Drainage non seulement sur la route, mais drainage transversal, des ponceaux de drainage, des fossés. Il va falloir commencer à se questionner, surtout au niveau du drainage. Pas tant au niveau des ruisseaux, parce qu'au niveau des ruisseaux, on a toujours fait du dimensionnement en fonction des différents modèles qui existent. Ces modèles-là vont être appelés ici peut-être, mais le drainage, je pense, a été négligé. Il va falloir se pencher là-dessus, évidemment. On continue. Donc, ici, c'est l'exemple, par exemple, d'un système de drainage où on bloque l'eau parce qu'elle passe et on évacue l'eau vers la forêt. Il y a des check dams, comme le terme anglais, là. Il y a des pentes également qui peuvent être installées. Donc, ces systèmes-là, vont falloir commencer à les regarder plus près et peut-être les rendre plus partie du design de la route. Donc, une densité plus élevée de ponceaux de drainage vont probablement être ici dans certains endroits. Est-ce que le diamètre du ponceau, de façon générale, on utilise un 300 mm. Je pense qu'au Québec, c'est le minimum. Un 450 mm va être nécessaire. Et dans certaines conditions, une densité plus élevée de ces ponceaux-là. L'hiver, bon, les épisodes de pluie sur neige, ça, c'est pas la joie, la pluie sur la neige. Une fois que tout est gelé, il pleut, imaginez-vous la situation qu'on regarde ici, c'est catastrophique. Là. Puis, je ne suis pas convaincu que la façon qu'on construit nos hivers présentement, on n'installe pas nécessairement du drainage. C'est un chemin de fer, la neige, c'est tout. Est-ce qu'il va falloir surélever cette route-là pour être capable de répondre à des conditions de même? Est-ce qu'un ponceau de drainage va vraiment fonctionner l'hiver? Je ne suis pas convaincu. La gestion de l'eau sur les routes d'hiver, c'est quelque chose qui a été négligé. Là, il va falloir commencer à y penser. Et même pendant la fonte des neiges, quand la route va commencer à diminuer, comment on va gérer cette eau-là au niveau de l'érosion, par exemple. Ah, quelle belle route. Donc ça, il ne faut pas oublier, il faut retourner quand même à la base. Une route bien construite va nous aider. Va être capable d'être résilient. Une route avec une bonne couronne, 3 à 5 un bon matériau granulaire en surface, bien compacté, des fossés qui sont bien construits. On retourne à la base. Il faut quand même pas oublier qu'une route bien construite, un bon design peut répondre quand même à des événements élevés. Nous, les traverses de cours d'eau, évidemment, si on peut éviter de l'écriture de l'eau du cours d'eau, ça nous aide beaucoup. Donc, forcément, on parle de pompes de diamètre ou des bâches ou des pompes, par exemple. Je vais sauter au prochain ici.
Passage à guide. Donc, le passage à guide, vous allez en entendre parler par l'Université Laval de Sylvain Citra. Il y a un projet présentement. Il travaille avec Hydro-Québec et Énergie. Hydro-Québec doit aller sous leur ligne de transformation 1, 2 fois par année, des fois une fois 2 ans. Et là, il y a un paquet de missions. Est-ce que c'est intelligent d'installer des ponceaux? Et parce qu'on pas juste une fois, est-ce que ce ponceau-là, on fera plus dommage si on le laisse là pendant 15 ans? Selon les études de Sylvain, l'idée serait de retirer ce ponceau-là. Et si on doit maintenir un accès minimum, il faudrait considérer le passage à guide. C'est utilisé dans les parcs aux États-Unis, c'est utilisé un peu dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, Sylvain a fait une année sabbatique à UBC, justement, pour apprendre un peu plus sur les passages à guide. L'idée n'est pas de transporter du bois dans le passage à guide. L'idée, c'est d'installer quelque chose après les opérations qui permettrait une circulation de véhicules dédiés, par exemple des VTT. Donc, il y a des études qui sont en cours. Je pense que Sylvain est rendu à sa 3e année de recherche sur ce thème-là. Et il y a des résultats intéressants qui sortent là, ici au Québec là, sur cette approche-là. Ici, ce qu'on a, c'est un ponceau de grand diamètre à fond plat dans lequel on a installé, on a reproduit, donc on essaie de stimuler le lit naturel du cours d'eau. On vient carrément installer des roches à l'intérieur du ponceau au lieu de laisser un ponceau lisse. Et là, on peut s'attendre à l'accélération d'eau dans le ponceau. On vient reproduire le lit naturel du cours d'eau dans le ponceau. Ce n'est pas une pratique qui est très répandue, c'est quand même quelque chose qui est réalisé dans certaines régions du Canada. Un peu dans les mêmes objectifs de maintenir le lit du cours d'eau, ne pas le modifier, ne pas le rétrécir. Donc, on peut s'attendre à l'usage plus fréquent des pompes, par exemple, et évidemment d'aller installer des cuvées à l'extérieur des berges du cours d'eau pour se donner une chance si on a des crues. J'ai quelque chose qui vient d'apparaître, je ne sais pas si je vais... Hop, okay. Au niveau de l'entretien, c'est certain que si on a des crues d'eau plus élevées, bon, on s'attend pour avoir des accumulateurs de débris dans nos ponceaux, donc ça va nous prendre une approche au niveau de l'entretien, la vérification de ces structures, s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés, faire des débris comme on voit sur cette photo-là. Un programme d'entretien. Ça s'attend à des périodes plus secs, donc elles vont évidemment avoir plus de poussière, donc il faut penser au côté sécurité également. Il existe des produits pour réduire la poussière qui roule, et la poussière, il y a une thérapie, la question de calcium, par exemple, est utilisée beaucoup. Il va falloir penser à ça. Je pense qu'au niveau de la poussière, il va y avoir quelque chose qui va augmenter. Il va falloir être prêt à gérer ces situations. Ça va augmenter la sécurité, également la productivité de nos transports. Encore au niveau du transport, j'ai parlé des périodes de gel, tantôt et de gel, qui est contrôlé présentement dans différentes zones au Québec. Il y a certaines provinces qui sont plus régionales, ils ont des zones installées dans les routes qui peuvent vraiment monitorer la profondeur de gel dans chaque région. Ils sont capables de vraiment contrôler région par région en fonction de l'état de la chaussée. On s'en va vers là. Les ministères du transport ont des zones installées. Ils contrôlent en 3 zones. Moi, je m'attends qu'éventuellement, on va peut-être avoir plus de zones, on va être plus régionales. Dans nos études qu'on a fait en Colombie-Britannique, on a une étude de viabilité. On s'est rendu compte que selon des prédictions, la période de dégel, on va être 14 jours avant que ce qu'on a maintenant, en 2050. En 2050, on recule de 2 semaines de la période de dégel en Colombie-Britannique. Donc, on peut s'attendre à des changements similaires au Québec. Encore là, il va falloir être plus agile dans ce sûr. Il va falloir être capable de répondre raisonnablement à ces conditions. On ne pourra plus appliquer un one-size fits all. Zone 1, tout est fermé. Il y a toute une région de la zone 1, on aurait fait fermer 2 semaines avant parce que c'est déjà fait. Donc ça, il va falloir être capable de répondre à ces événements-là dans le futur. Et la partie transport, évidemment. Et sûr, on a des exemples de technologies qui existent déjà, là, des plugs flottaisons qui peuvent vous aider à rentrer dans les sites plus hauts. Ça, c'est des technologies qui existent déjà, qu'on a déjà testées chez nous, chez Innovation. Donc, les enjeux, ça va prendre un programme d'inventaire et d'entretien. Je pense qu'il y a un manque au niveau de la gestion des actifs d'infrastructure. Présentement, au niveau des routes, on sait où sont nos routes, on ne sait pas trop c'est quoi leur état, en quelle année ils ont été construits. On n'a pas vraiment de détails spécifiques sur la performance de ces structures-là. Pour être capable de réagir, il faut être capable de ressentir son construction. La responsabilité est souvent multicouche, c'est une ministère, c'est une usagers, la compagnie est partie, les ordinateurs qui est responsable. Donc ça,
Ça me laisse certains parties. Merci beaucoup, Guillaume. Oui. Merci de tenir le fort. Merci. Et pourquoi nous devons adapter nos pratiques de récolte? Comprenez que si Glenn nous a parlé des infrastructures, je vais vous parler surtout des activités d'opération forestière qui se passent quelque part entre la souche et la bordure du chemin. Donc, évidemment, on a compris là, que de plus en plus, on doit s'intéresser à l'aménagement des écosystèmes qui sont sensibles. C'est des parts qui sont importantes dans nos paysages, qu'avec le changement climatique, la proportion de sites particulièrement sensibles ne va pas aller en diminuant. On va le dire comme ça. On pourra en discuter. Aussi, pourquoi on doit s'en occuper? Parce que les attentes sont croissantes en termes d'acceptabilité sociale et réglementaire. Les parterres les moins jolis sont les parterres les plus orniérés. On pourra toujours discuter là, de l'impact réel sur la productivité des sites, de la présence d'ornières ou pas, et comment éventuellement éviter, mais il restera que l'acceptabilité sociale d'un parterre orniéré, ça ne marche pas. On connaît des parterres où on pourrait garder que l'impact est nul, mais que voulez-vous, c'est en arrière du chalet des voisins et ils ne sont pas contents de voir des ornières sur les chantiers forestiers. On doit aussi comprendre là, que la gestion de ces attentes-là qui sont croissantes, on voit depuis quelques années les modifications réglementaires dans chacune des juridictions, et inévitablement, on parle de situations qui deviennent de plus en plus coûteuses à gérer. Donc, on est l'épée de Damoclès, c'est un tranchant fait dans un gros signe de dollar. Alors, on doit évoluer en fonction d'être capable de proposer une gestion de coûts qui est acceptable. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement des usines, c'est aussi une fonction de l'aménagement durable. Et la productivité des forêts, c'est aussi. Donc, on parle ici de faire un arbitrage et d'être capable de le faire de manière viable. Donc, on va s'intéresser à adapter nos pratiques de récolte s'il y a des changements climatiques. Évidemment, on a tous remarqué, qui dit changement climatique, on parle d'événements extrêmes, on parle aussi de saisons particulièrement pénibles d'un point de vue de la gestion des incendies forestiers. Ceux qui travaillent dans les juridictions qui ont été affectés sévèrement ces dernières années, on pense aux gens d'Alberta, de Colombie-Britannique, ils n'ont pas fini encore de récupérer les bois qui ont été endommagés. On a eu des chablis l'été dernier dans la province de Québec. On a travaillé à documenter les coûts d'opération. Il n'y a rien de tel qu'un bon chablis ou qu'un incendie forestier dans une unité d'aménagement pour changer la programmation annuelle. On le sait, là, c'est des événements imprévisibles par nature. Puis, ça va nécessairement engager des frais supplémentaires de récolte et de régénération. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'imprévisibilité sur le temps de l'événement, mais aussi la géographie de l'événement, malheureusement, ce ne sont pas souvent des forêts qui sont franchement matures, qui sont affectées par les feux. Donc, on travaille avec des situations de récupération où les bois sont petits. À la limite, les opérations de récupération sont coûteuses, essentiellement parce que les bois sont petits, pas nécessairement parce que les bois sont entremêlés ou encore parce qu'ils sont endommagés, que la fibre est noircie ou pas. C'est souvent le fait qu'on travaille avec des forêts qui sont pas matures, qui implique beaucoup de coûts. Les forêts ne sont pas matures, la régénération est mal établie, il est difficile de récupérer un feu et de compter sur la régénération naturelle, la même chose dans les chemins. Et on sait aussi, c'est la partie la plus importante, c'est que la durée de vie des arbres, une fois que la perturbation est passée, l'utilité d'un point de vue économique, la valeur du panier de produits, elle devient rapidement marginale. La durée de conservation, c'est relativement court. Bon, déjà, là, tantôt, je croisais M. Thériault, on pourrait se raconter des histoires de récupération de bois de tordeuse des années 70. Puis on se rappellerait qu'à ce moment-là, on utilisait toutes sortes on utilisait une fibre à tout égard, elle était passablement cotie. Aujourd'hui, les usines ne s'approvisionnent plus de bois en perdition au même titre que ça existait là, 15 ou 20 ans. Il faut adapter nos pratiques, il faut y aller rapidement et donc modifier rapidement les planifications annuelles.
Et évidemment, vous avez compris qu'on va faire de la récupération, puis on va être capable de gérer les opérations de récupération seulement si les infrastructures sont en place. Dans la mesure où les infrastructures seront résilientes, on sera en mesure d'aller faire ces interventions. Tantôt, Glenn vous a présenté le tableau qui est issu d'une référence, ma foi, crédible. D'un point de vue de la récolte, hein, c'est clair, là, les trois indices qu'on trouvait à gauche là, nous indiquaient que la saison de récolte hivernale serait éventuellement réduite. Gardons en tête facilement que depuis 10 ans, on a perdu 2 semaines, déjà. Puis que dans 10 ans, on aura perdu un autre 2 semaines. Si on pense qu'on a perdu 4 semaines sur la saison hivernale, c'est quelque part, c'est des opérations forestières qui n'auront plus lieu sur les sites particulièrement sensibles qui sont choisis sur chantier d'hiver. On garde ça en tête. La variable du milieu nous indique que la saison estivale va être réduite parce qu'il va y avoir de plus en plus d'événements de journées chaudes. On le sait, les journées chaudes, on voit le petit tour de la feu au coin du chemin qui fait aller sa baguette, qui nous indique que les indices sont élevés, puis jusqu'à un certain point, les opérations sont arrêtées. On sait la progression, là, ils arrêtent les machines pendant le jour, ils peuvent travailler la nuit, mais éventuellement, les machines sont fermées, les chantiers sont fermés. Éventuellement, les gens sont évacués des régions forestières. On est susceptible de perdre une semaine par année. Si je dis comme il faut le nombre de jours, de journées chaudes qui est susceptible d'augmenter jusqu'à 15 jours par année. Puis qu'on sait que les pires journées de l'été, c'est des journées où on n'opère pas, on est susceptible de perdre 2 semaines. Je vous ai parlé de perdre d'un mois d'opération en hiver, on nous parle de perdre 2 semaines en été. Sans compter qu'il y a un ensemble de sites qui vont subir des précipitations pluvieuses importantes. Bien, tous les forestiers qui font leur pédologie avec un skideur à câble, ils savent que vendredi, c'est beau, le terrain est solide. Mais s'il n'y a plus tout le week-end, comme ça arrive tout le temps à la fin juillet, début août, les semaines de construction, vous savez, il pleut tout le temps, bien, le lundi matin, le site est particulièrement sensible à l'orniérage. Ces événements de pluie extrême, s'ils deviennent de plus en plus réguliers, bien, on a un problème où éventuellement, la seule option de ne pas faire d'ornière, c'est de ne pas opérer. On est susceptible de perdre les opportunités de faire. Alors, un programme annuel réduit, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'éventuellement, ça a un impact directement sur l'utilisation des équipements. Les systèmes de récolte engagent une capitalisation d'environ 5 millions de dollars, là, si je passe de la bûcheuse, de la brancheuse, du tronçonneur, de la chargeuse, du kit de camion. Si on compresse les saisons d'opération d'environ 500 heures, ce que je suis en train de vous suggérer, 3-4 semaines pour l'hiver, puis une semaine ou 2 pour l'été. Si on compresse de 500 heures, j'augmente malheureusement pour toutes les conditions de l'année, j'augmente le taux horaire des équipements par 7 %. Donc, typiquement, j'ai augmenté les coûts d'approvisionnement de toutes les usines, de tout le monde, et à tout hasard de 7 %. Ça correspond souvent à, je peux vous dire, 5 ou 8, entre 5 et 8 $ du mètre cube. C'est la valeur d'un droit de coupe qui est payé dans la province du Québec, souvent pour les opérations de forêt boréale. Il ne reste plus de valeur sur pied si on augmente les coûts de récolte. C'est le danger qui guette ces opérations-là. Alors, il faut s'adapter, il faut comprendre ce qu'il y en est. Dans l'utilisation des moyens qu'on va se donner pour, justement, rester en opération, bien, il faut faire les choix qui sont les plus judicieux. De fermer les opérations, ce n'est pas une solution qui est pratique, mais on peut penser qu'à certains endroits, fermer devient la solution la moins heureuse. Aussi, il faut comprendre que si on modifie continuellement nos programmations annuelles, ce qui va arriver, c'est qu'on va créer des nouveaux blocs. On rentre au secteur Michaud avec les équipements. On pense rester là 2 semaines, 3 semaines. Mais finalement, le secteur Michaud, après une semaine, n'est plus disponible. Il n'y a que des secteurs sensibles. L'alternative, c'est d'aller dans le secteur La Bonté, qui est un peu plus loin. Mais les coûts de transport et de mobilisation et de démobilisation des équipements sont une réponse à un événement climatique imprévu, à une mobilisation. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée de la dispersion. Je vous montre ici un petit graphique, là, à Lac des X. On a un indice de dispersion là, qui tient compte des kilomètres de chemin en infrastructure sur les chantiers et la distance entre les différents chantiers.
Quand on parle de frais de dispersion, on parle ici là, des frais de supervision, des frais de transport de l'équipement, des frais d'entretien supplémentaires de chemin, etc. Bien, il y a un sweet spot, comme on dit, là, si on se retrouve à travailler autour de 2000 mètres cubes par kilomètre de l'indice, s'il fallait qu'on déplace vers la gauche du point jaune au point rouge, on parle aussi d'un ordre de grandeur de 2 ou 3 $ du mètre cube. On challenge encore la viabilité des opérations forestières. Évidemment, est-ce que les marchés vont accueillir parce qu'on a décidé de fermer? C'est clairement pas le cas. Alors, le choix des outils et des moyens de faire doit tenir compte des effets sur la dispersion. Les coûts, je vous parle de ces coûts-là parce que, quelque part, on va les mettre en concurrence avec d'autres moyens qu'on va utiliser pour s'adapter. S'adapter au changement climatique, on le dit, là, ce qu'on veut faire éventuellement, c'est d'adapter les opérations de débardage. C'est clair, c'est l'opération de débardage qui fait du dommage au sol. C'est quelque chose qui est connu. Chez FIRIC, on travaille chez FP Innovation. Mon premier directeur, quand je suis rentré à l'ouvrage en 92, lui-même était rentré à l'ouvrage en 75. Son premier dossier, c'était la question d'assurer la mobilité des équipements sur ce bois. Donc, la préoccupation, c'était de dire, bon, on va aller chercher le bois dans ce swamp d'épinette, on va faire en sorte que le bois se rende au chemin. C'était le défi à l'époque. Puis, tranquillement, c'est devenu la gestion de l'orniérage de cette machine qui allait chercher le bois, parce que techniquement, on était de plus en plus capable. Maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment on peut faire pour utiliser des équipements modernes, être capable de faire une circulation sur des sols sensibles, être capable de faire des récoltes qui sont acceptables. On comprend là, que quand on travaille sur un site où généralement le secteur est occupé par des sites à mauvais drainage, bien, ça devient un secteur qui est candidat chantier d'hiver. Il y a personne qui planifie à Matagami des chantiers et qui ne met pas une étiquette sur un secteur. Le secteur La Bonté à Matagami, si 50 % du terrain sont à drainage faible, bien, il l'appelle un chantier d'hiver. Le problème, c'est que de plus en plus dans les chantiers d'été, il y a des secteurs qui sont particulièrement mous. Et la tendance est à l'effet que c'est des secteurs qui sont épars. Donc, on comprendra qu'il est difficile d'ouvrir un chantier d'hiver et de ne justifier que sur la présence de 10 ou 15 % de conditions difficiles sur un chantier. Puis, cette proportion-là, OK, ben, j'ai un chantier, je pense qu'il y a 20 % de conditions sensibles. Bien, cette fiabilité elle est changeante là, au fil des événements météo. Là. Il s'agira qu'il y aura une bonne pluie à l'automne, et le chantier, au lieu d'être un chantier praticable à l'automne, devient un chantier sur lequel on ne peut plus pratiquer, on s'envoie de faire une gestion habituelle de l'orniérage. Donc, c'est clair, là, notre problème en opération forestière, ce n'est pas les chantiers d'hiver davantage, c'est les portions de terrain mou au sein des chantiers qui sont faits en période où il n'y a pas de gel. La gestion de l'orniérage ne peut pas être, on le sait, là, on travaille dans 10 juridictions. Si on fait un portrait là, à peu près du type de réglementation concernant la gestion de l'orniérage au Canada, il y en a pour 3 types différents. Dans tous les cas, on essaie d'éviter ce qu'on voit sur la photo de gauche, des ornières continues sur un sol mou qui se remplissent d'eau, où on affecte le drainage de la surface de manière importante. On sait sous la matière organique, il y a souvent de l'argile, la circulation du drainage latéral est interrompue, la productivité du site est menacée parce que le drainage est affecté. Il y a des autres conditions où, la foi, c'est le terrain mou est épars est une composante mineure, mais la réglementation prévoit qu'on ne fait pas de récolte si on cause de manière minoritaire des problèmes d'orniérage. Il y a des juridictions où simplement ceci est interdit, ce qu'on voit là. Par contre, il y a d'autres juridictions où il y a une tolérance puisque c'est une composante mineure du chantier. Il y a donc, évidemment, sur la photo de droite, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'on ait du terrain particulièrement mou sur des pentes fortes. Ici, on est sur l'île de Vancouver.
Par contre, la présence d'une seule ornière va être suffisante à canaliser les eaux de pluie, va créer des sites d'érosion. Donc, il y a une réglementation particulière pour ça. Et évidemment, les opérations forestières doivent se conformer. Retenir essentiellement, c'est que parmi les 10 juridictions avec lesquelles on travaille, il y a 3 types de gestion. Puis, il n'y en a pas une qui réussit à adresser, je vous dirais, de manière cohérente l'ensemble des conditions que je vous présente ici. Je vous donne un exemple. En Alberta, on essaie de leur suggérer de travailler, de concentrer le débardage, comme on voit sur la photo de droite, pour créer un peu comme au Québec une gestion du débardage par sentier désigné. Mais la perspective et les éléments réglementaires qu'ils ont sur la gestion de l'orniérage dans leur chantier suggèrent qu'on va faire de une répartition moins concentrée, un réseau de sentiers qui est diffus. Alors, plutôt que de passer 2 fois à la même place avec le débardeur en charge, on va éventuellement essayer de charger, d'utiliser, d'exploiter l'ensemble du terrain, d'éviter de creuser de l'ornière, et cela est très cohérent dans la réglementation albertaine, mais n'est pas cohérent dans la réglementation québécoise, par exemple, parce que ça ne s'appelle pas de faire de la CPRF, et la CPRF est le traitement de base, celui de l'aménagement forestier au Québec. Bon. Alors, déjà, il y a des outils qui sont disponibles dans certaines juridictions, il y a des outils qui ne le sont pas dans d'autres. Moi, ce que je prétends, c'est qu'il y a éventuellement au Québec des situations où faire un débardage diffus, comme on voit sur la photo de gauche, ça peut être censé. Parce qu'on le sait, les aménagements forestiers au Québec impliquent nécessairement 20 de reboisement, de régénération artificielle. Puis si on est capable de s'entendre que c'est là que ça va avoir lieu, bien, je vais éviter l'orniérage, on va aller faire le reboisement, puis tant pis pour la protection de la régénération, j'évite l'orniérage, puis j'ai un moyen alternatif d'assurer la régénération de tout ce bloc-là. C'est le genre de décision qui est facile à proposer à Sainte-Foy ici cet hiver, mais vous comprendrez que les forestiers qui gèrent les chantiers, ils n'ont pas cette opportunité-là, ils n'ont pas cette occasion-là. Puis devant la perspective où de plus en plus on aura des gestions difficiles à faire et que l'alternative c'est de tout fermer ou pas, bien à ce moment-là, il faut quand même se donner la peine de regarder l'intérêt d'utiliser des moyens alternatifs, là, notamment le débardage diffus. Je vous montre ici quelques photos de machines. Enfin, j'aime ça, moi, du fer, du rubber. Sur le débardeur à graphène qu'on voit sur la photo de droite, là, c'est la nouvelle mode, des machines de très forte dimension, mais avec des trains de roulement à 6 roues. Puis vous voyez, là, c'est chaîné derrière, là, on a un bon bouquet avec des tracks, comme ils disent. Bien, l'empreinte au sol de ces machines-là est à peu près moitié importante de celle qu'on avait avec des machines à 4 roues. Donc, on a un outil, au lieu de faire des ornières après 3 passages, on va faire des ornières après 5 passages. On donne une marge de manœuvre supplémentaire. Le design du réseau de sentier, en utilisant ça, va être différent. Ce qu'on voit sur la photo de droite, c'est un porteur forestier avec 3 essieux chaînés derrière. Clairement, là, l'empreinte au sol de cette machine-là en charge est plus faible que le pas d'un humain. Ça. Alors, on a des machines spécialisées. Je vous montre les 2 qui m'apparaissent les plus raisonnables à intégrer dans les nouveaux choix de machines. Mais c'est clair. Est-ce que j'achète une machine spécialisée et je paye 100 000 $ de plus sans savoir si, dans mon horizon de 5 ans, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais être capable d'utiliser aux bons endroits les équipements? Donc, vous allez me dire, ça prend de la prévisibilité sur nos programmes quinquennaux, et c'est un discours qu'on entend souvent dans le changement. On vit encore au Québec une certaine difficulté à l'intégration du nouveau régime. C'est pas propre au Québec. On voit la même chose en Ontario, on voit la même chose dans les autres juridictions. La prévisibilité et la capacité de justifier les investissements sur des équipements spécialisés est tout à fait pénible à gérer. Il y a d'autres machines qui sont plus performantes encore, qui permettent de faire des transports de bois. On parle aussi d'équiper d'un débardeur à grappin de pneus, ce qu'on appelle des pneus duals. Là. En fait, c'est 4 roues, c'est des essieux avec 4 roues. Bien chaînés, c'est à 65 pouces de large. Elle a une empreinte au sol qui est négligeable. Les machines rebondissent là, quand ils frappent une souche. Là. Mais ça fait
Ça permet de faire le contrôle de l'orniérage sur des sites de manière exemplaire. Ceux qui travaillent dans la ceinture d'argile du côté ontarien, là, à Kapuskasing, notamment, passent leur saison à faire le débardage en utilisant ces machines-là. Les machines avec des systèmes de traction par chenille, comme on voit sur la photo de droite, ben, elles reviennent sur le marché tranquillement. Encore là, on parle ici d'investissements supplémentaires qu'on a de la misère à justifier si on n'a pas des programmes bien établis. Et évidemment, il y a des conditions et ces machines-là ne sont pas performantes et ne sont pas flexibles. Si je travaille avec des pneus de 60 pouces de large, je suis interdit de travailler sur un sol rocheux. Donc, on ne travaille que dans des trous de fond. Donc, c'est parfait avec la Kapuskasing, ça ne marche pas dans les Laurentides ou sur la Côte-Nord. La même chose, les machines sur track, c'est parfait si le sol est relativement mou. Si on travaille sur des sols sableux, ben, on va faire de l'usure de ces systèmes de traction-là et les coûts sont à l'avenant. Donc, c'est difficile. Donc, la gestion de l'ornérage, ce qu'on va proposer, là, c'est de la flexibilité. Et surtout si le nombre de situations problématiques va exploser. La technologie spécialisée, c'est limité. Les coûts supplémentaires vont marginaliser la récolte de plusieurs secteurs. Dans tous les cas de figure, on va devoir analyser plusieurs mois d'avance comment on fait pour fonctionner, mais ce n'est pas possible. On doit réagir aux événements climatiques qui deviendront moins réguliers. Donc, c'est clair, ce qu'on suggère, c'est qu'une prise de décision qui soit considérée quelques semaines avant l'arrivée des équipements sur place. Lorsque les conditions réelles commencent à être connues, est-ce que je suis vraiment capable de faire ma gestion d'ornérage? Le fait de faire une prise de décision, d'après moi, ça ne se justifie que si on est capable de prendre une décision. Donc, on est parti avec cette idée-là chez FP Innovation. On a développé un outil de décision. Vous allez me dire, c'est un calculateur Excel, c'est facile, oui. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on stimule l'effet de plusieurs modalités différentes de façon à établir pour un bloc donné. Vous savez, le 12 hectares du lac Michaud, qu'est-ce que je fais avec, là? Les machines s'en viennent, là, mais je sais que c'est mou et on sait qu'on va de la misère à utiliser. Bien, le superviseur de première ligne est en mesure de calculer c'est quoi la solution la moins chère. L'auditeur de première ligne trouve une solution qui, donc, évidemment, n'est pas compatible avec ce qu'il a trouvé sur son plan annuel, parle à l'auditeur. L'auditeur, vous savez, c'est le superviseur du superviseur, là, le gars du ministère. Il s'en va, ils font une décision, comment on modifie le plan annuel, puis comment on permet de faire le choix de la solution la plus raisonnable. Puis éventuellement, il y a une rétroaction au planificateur pour qu'il soit capable de générer des solutions alternatives. Bon. On a mis ça, vous voyez, là, je vous montre un petit extrait de fait Excel, je n'ai pas l'intention de vous noter, mais cela, on suggère que c'est une innovation administrative. Être capable d'établir une conversation entre l'acceptation ou la promulgation du plan annuel et la livraison du plan annuel, là, ni plus ni moins, de la prestation, bien, c'est une conversation qui n'a généralement pas lieu en forêt. On suggère qu'elle doit avoir lieu pour s'offrir une gestion de l'ornérage. On a fait l'exercice, on est allé en Abitibi, on a regardé 5 solutions différentes. La première, c'était de démobiliser les équipes qui s'en allaient au lac Michaud. On les met sur des fardiers, on envoie les machines dans un autre bloc, on vient en hiver, on dégage le chemin, on enlève la neige, on ramène les équipements ou pas avec des frais. Vous avez compris. J'ai aussi le choix que le 12 hectares du lac Michaud, qui est particulièrement problématique, là, ben, il s'en fout. On n'ira pas au lac Michaud pendant le mois d'août, là, on ira au mois de septembre, un autre secteur plus loin. Donc, il faut préparer du chemin d'avance. Il faut préparer un autre secteur d'avance. Le calculateur estime les coûts de cette chose-là. Puis éventuellement, vous savez, là, le bois abandonné sur un secteur déjà développé, ben, il est nécessairement moins cher que le bois qui est sur un secteur non développé. On estime les coûts de cette chose. On regarde s'il y a des ajustements du scénario sylvicole. Je vous ai parlé tantôt d'une solution d'utilisation d'un reboisement avec une préparation de terrain intensive comme étant une manière de gérer l'orniérage. Bien sûr, la préparation de terrain intensive génère des ornières avec raisonnablement de bénéfices pour améliorer la plantabilité du site. On a développé une technique de concentration du débardage, je vous en parle un peu, puis on a aussi une technique de mitigation
les effets de l'ornière. Pierre, je ne vais pas décourager, j'achète dans 5 minutes. Ça va bien. Concentration du débardage. Vous allez me dire que je joue à la norme, là, je fais de la crédiculture, j'examine quelles étaient les spécificités de la norme, c'est quoi l'encadrement réglementaire, puis on regarde ce qu'on peut faire avec les machines. Bon, on s'est aperçu que si on modifiait le temps d'abattage à court terme, si on rendait le bois disponible de 3 sentiers d'abattage sur un seul sentier, on gagnait de la souplesse opérationnelle. Dans l'exemple que vous voyez ici, le débardeur utilise le sentier qui est en brun, la bûcheuse utilise les sentiers qui sont en orange. Donc, on passe de 100% de risque d'orniérage de nos sentiers à 33%. On aide à rencontrer les spécificités de requis réglementaires qui sont à 25%. Donc, en consolidant notre bois, on se trouve à concentrer notre débardage. C'est parce qu'on compte sur le fait que les ornières, une fois qu'elles sont créées, ont tendance à se stabiliser. Les dommages sont faits après 3 passages. Une machine qui est moins agressive, après 5 passages. Mais le 15e passage ne crée pas nécessairement plus de dommages que le 5e. Donc, une fois que le dommage est fait, ben allons-y. Profitons-en. Les dommages sont faits, donc on concentre les bois. On a examiné les frais. On a fait des exercices techniques pour comprendre c'est quoi ces frais-là. On a fait des examens-là avec une bûcheuse de bois court. Vous avez compris, là, tout le travail se fait au bout du mât de la bûcheuse, comme on voit à droite. Le bois n'est pas servi sur le sentier où on voit la batteuse dans la photo de gauche. Là. Le bois est servi près du bois encore debout. Il y aura un sentier. On a vu ça aussi avec des systèmes par tronc entiers en Abitibi sur ce bout. 3 machines. Chacune des machines a une portée de flèche de 8 mètres. On fait des manipulations de bois jusqu'à temps qu'on réussisse à concentrer le transport à l'aide du gros porteur de bois long. Vous avez compris qu'on a estimé ces coûts-là. On a aussi testé de manière exploratoire, on va le dire comme ça, est-ce qu'on est capable de réhabiliter les ornières? Une fois qu'elles sont créées, une fois qu'on se rend compte, merde, j'en ai pas 25 j'en ai pas 24 j'en ai 29 Ou on a manqué la gestion, on a créé une situation où l'ensemble du parterre est orniéré parce qu'il y a trop plus d'automne. Est-ce qu'on est capable de mitiger les effets de ces ornières-là? Ben, on a fait des essais avec une pelle. Vous comprendrez qu'on joue à la machine dans ces conditions-là. Vous voyez une image qu'on a extraite d'un drone, là, des ornières sévères avec présence d'eau. Pire encore que la présence d'eau dans les ornières, c'est le fait qu'il y a des étangs grenouilles qui sont créés entre les ornières. Il n'y a pas eu de passage de machine, mais la nappe phréatique a monté parce qu'on a bloqué le drainage latéral sur le site. Bon, ben à ce moment-là, je dis, ça y est, j'ai un problème ici, est-ce que je suis capable de le régler? On a fait de manière exploratoire, on a fait ce qu'on a appelé des saignées. On s'assure que l'eau passe de la gauche du sentier, puis qu'il soit capable de circuler vers la droite pour rétablir le drainage latéral. Ça, c'est une des techniques qu'on a étudiées. On a aussi regardé quel serait l'effet de combler les ornières. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on a étudié les effets de ça. On a fait une étude exploratoire pour savoir il en coûtait combien. Pour se rendre compte que, on a trouvé quelque chose ici qui est, ma foi, compétitif par rapport à mes autres solutions. Il nous restera toujours à établir avec des collègues que je vois ici dans la salle, là, il nous restera à établir c'est quoi la validité d'un point de vue de la gestion du drainage sur ces sites-là, savoir est-ce qu'on est en train de créer des situations propices à la régénération et au développement, à la productivité forestière, ou si on n'est pas en train d'empirer le cas, je ne sais pas. Nous autres, ce qu'on a fait, je vous en parle rapidement, c'est d'évaluer les coûts. Donc, mon chiffrier tient compte de mes coûts d'abattage, des coûts de transport, les coûts de déplacement des équipements le cas échéant, éventuellement les coûts alternatifs, les coûts de reboisement. J'étudie, grâce à un chiffrier savant, le coût de mes différentes options. Bon, je vous le dis, là, au lac Michaud, en Abitibi, quand on a fait notre exercice il y a un an et demi, on s'est aperçu que l'alternative de concentrer le bûchonnage, de concentrer le débardage sur un sentier plutôt que 3, c'est ce qui impliquait le moindre frais. Et là, à 1,21 est-ce que je suis capable de rencontrer des attentes réglementaires? C'est ça la question. Si je pense que oui, j'appelle le superviseur du ministère, je regarde ici, là, vous n'avez pas le CPRS standard, vous allez avoir le CPRS 3 d'ordre. Est-ce que c'est correct d'un point de vue de votre plan d'aménagement?
oui, non. Puis nous, on a une conversation qui s'établit, qui est capable, avec une prise de décision qui est capable d'être plus quelques semaines avant qu'on y soit, à condition qu'on détecte les situations problématiques, vous me direz. En guise de conclusion, je pense qu'on vient de regarder c'est quoi l'adaptation, puis qu'on comprend l'importance de savoir quels sont les changements climatiques auxquels il faut s'adapter. Je pense qu'on a commencé déjà à déterminer des outils et des pratiques d'adaptation. On comprend que ces pratiques-là ne peuvent pas être appliquées de manière universelle. Donc, il faut comprendre comment les utiliser pour prendre des décisions. Puis c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer nos stratégies. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a des projets en cours chez FP Innovation. Pour l'année 2020-2021, on pense qu'on va travailler à l'échelle régionale à faire des évaluations de vulnérabilité. On va compléter des études pour des méthodes de construction de routes pour supporter l'accès en toute saison. On va aussi évaluer des solutions pour des opérations de récolte sur des sols à faible capacité portante. Je vous ai montré ici, c'est un travail qui est en cours depuis toujours. On va continuer de travailler à ça. On va vérifier des nouveaux moyens. Éventuellement, on va inscrire nos travaux aussi dans des programmes intégrés avec ceux du Centre canadien de la fibre de bois et les travaux qui sont faits à la forêt expérimentale de Petawawa. Nos collègues de Sainte-Marie y travaillent. On va les rejoindre avec nos essais techniques. On a laissé quelques références dans la présentation pour ceux qui font une étude approfondie de cette présentation. Et on va marcher. Alors, merci Glenn et Philippe. Mon nom est Pierre Godbout. Je vais animer la période de questions. Donc, la façon de procéder. Si vous êtes en région, vous pouvez poser votre question par téléphone en cliquant sur votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Puis, lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à appuyer sur étoile 6 pour enlever le mode discrétion. Vous pouvez utiliser aussi la boîte de chat pour écrire votre question par écrit. Pour les participants en salle, vous n'avez qu'à vous avancer au micro et lorsque je vous inviterai, vous n'aurez qu'à poser votre question. Dans les deux cas, je vous demande de vous nommer et nommer le nom de l'organisation que vous représentez. Et pour les participants en salle, il faut vraiment s'approcher très proche du micro. Donc, on va commencer avec une question en salle, puis on verra s'il y en a en région. Merci. Bonjour. Est-ce que je suis assez proche du micro? Plus proche encore? Okay, ouais. Bonjour. C'est beau. Alors, je m'appelle François Morin du CERFO. Merci pour votre présentation. C'était bien intéressant. En fait, on pourrait parler pendant longtemps d'agilité, flexibilité dans ce contexte-là des changements climatiques, puis la prise de décision. J'ai aimé les pistes de réflexion que vous avancez, la prise de décision, innovation administrative, tout ça. Mais ma question, ça va être plus au niveau dans les pays où est-ce qu'ils misent davantage sur les scénarios intensifs, de sylviculture intensive, disons-le comme ça. Comment ils voient les changements climatiques? Qu'est-ce que vous en savez? Puis comment ils s'adaptent à ça? Puis qu'est-ce qu'on pourrait apprendre pour ici au Québec, qu'on a une tendance plus sur l'extensif? Voilà. Je dirais, parce que c'est un dossier que je présente au nom de quelqu'un, j'ai une connaissance moins intime de la question des changements climatiques. Je suis convaincu que Marc suit mieux que moi la littérature à cet égard. Je connais plus ce qui a été fait sur la gestion de l'orniérage, notamment. Je connais un peu ce qui se fait dans d'autres juridictions, notamment en Europe. On essaie encore de comprendre comment réduire les effets sur les sols. L'orniérage n'est pas nécessairement l'effet négatif appréhendé dans chacune des juridictions. La question du compactage des sols est à bien des égards plus importante. Je pense notamment dans les pays qui ont des systèmes de gestion intensive ou de récolte intensive, avec une entrée à toutes les 10 ou 12 ans dans le même réseau de sentiers.
les fils du compactage restent permanents, ni plus ni moins. Donc, eux, c'est clair qu'ils attaquent, ils sont en lutte avec la productivité du site de manière frontale. Au Canada, si on fait un passage de machine à toutes les 70 ou 85 ans, souvent, il y a beaucoup de sols qui éventuellement vont retrouver une porosité acceptable. Mais je ne vois pas de signaux clairs là, sur les phénomènes associés à la gestion du débardage qui viendraient de d'autres juridictions pour l'instant. Ce qu'on a compris, on avait été jusqu'à pousser notre curiosité jusqu'à étudier des systèmes de téléphérique au plat pour éventuellement éviter de mettre une machine sur roue en forêt. On a regardé l'ampleur des coûts, un peu de manière exploratoire, comme on a fait pour la PL. On avait bien rigolé, mais ça coûtait 10 $ du mètre. On s'est amusé cette semaine-là. C'était bien, ça fait longtemps. Ben, le fournisseur de la pièce d'équipement, M. Gauthier de Saint-Casimir, a réussi à vendre une machine à un entrepreneur au Malaisie. J'ai su, ça fait 5 ans que le Malaisien utilise encore le téléphérique au plat pour pouvoir faire l'extraction des bois. Je vous dirais même pas des sols mous, là, je vous dirais des lacs. Probablement, si j'ai vu les photos, c'est pas des sols mous, c'est des lacs boisés. Alors, ils utilisent des systèmes différents pour arriver là. C'est quoi la durabilité? Est-ce que c'est des opérations qui sont certifiables? Je suis loin d'être capable de le dire. Mais, non, je n'ai pas beaucoup de décos qui arrivent à l'étranger. Glenn, probablement que... On va passer à une autre question en salle. Tu peux lever le micro, peut-être? David Paré, Service canadien des forêts. Vous avez parlé du risque. Je me demandais jusqu'à quel point le risque est connu pour un opérateur avant de se lancer. Supposons au jour X, il est rendu sur le terrain, il a tel équipement, il connaît les conditions du site. Est-ce qu'on le connaît, le risque? On peut le prédire, mais une fois sur place, j'ai de la misère à comprendre comment un parterre comme celui qui montrait Philippe, l'opérateur doit s'en rendre compte qu'il est en train de faire des ornières. Est-ce qu'il aurait pu le prédire? Puis, un peu comme une compagnie d'assurance, là, par exemple, en agriculture, ils ont des assurances pour des conditions difficiles. Est-ce qu'on est habile pour savoir les problèmes ou puis est-ce qu'on a besoin de développer notre connaissance du risque? C'est une bonne question parce que ce qu'on a compris, c'est qu'à partir du moment où un superviseur, quelqu'un traverse à pied le secteur, c'est clair, là, les drainages 4, là, parce que sont généralement, les sous-bois sont généralement nappés de sphagne, là. On les reconnaît, là. Les forestiers les reconnaissent. Là. Mais le premier forestier qui passe par là, souvent, n'est pas passé par là quelques semaines avant l'arrivée des machines seulement. C'est souvent du superviseur de première ligne. Avant, on disait qu'il va aller rubaner son bloc, il va prendre une connaissance intime avec le bloc. Là. De plus en plus, on voit des gestions sans rubanage. Vous allez me dire que ça mérite encore de prendre une marge dans le bloc pour vérifier ces éléments-là. Mais entre le plan annuel qui est établi et la réalisation de la prestation de récolte, là, souvent, il n'y a personne qui voit le chantier. Là, le superviseur de première ligne, ils ont les cartes écosystémiques. Ils voient les sites qui sont susceptibles. Mais ça dépend de la dernière pluie, à chaque fois. Donc, l'imprévisibilité, elle est là. Puis la seule manière de garantir, c'est de se donner une chance de changer d'idée. La planification annuelle est telle que je m'en vais faire une récolte. Ben, c'est le mois d'août, les machines s'en viennent. Si je ne récolte pas ici, je ferme. Puis fermer, là, vous essayerez de faire la gestion de... Vous savez, les difficultés, c'est dur de promettre une job à un opérateur à l'année là, quand on ferme à la première pluie. Là. C'est une gestion qui n'est pas viable là, de fermer. Ça implique des problèmes importants. Là. Alors, à ce moment-là, il faut prévoir des moyens alternatifs. C'est pour ça qu'on regarde sur des solutions qui, éventuellement, requièrent des modifications au plan annuel en cours de route pour donner de la flexibilité. Mais 1 mois de prévisibilité, c'est raisonnable. Mais ça veut dire que s'il n'y a plus en fin de semaine, tu as un bloc, tu as quelque part quelque chose qui te permet de laisser le mauvais parterre se drainer. C'est cette gestion-là qu'il faut intégrer à nos opérations. Mais tu ne peux pas le faire sur la foi d'établir un plan annuel. Là.
Il y a des secteurs, d'hiver, secteurs d'été franchement secs, secteurs à gérer finement. On pourra les identifier comme ça. On les marque plus, on les prévoit, on gère, au lieu de gérer un chiffre de jour, chiffre de nuit, ben, c'est chiffre de jour, chiffre au sec, un chiffre peut-être mouilleux. Commencer à répartir le terrain, là, c'est cette split-là. Mais ça vient rapidement à l'encontre de ce qu'on voit habituellement dans un plan annuel. C'est un commentaire. Philippe, est-ce qu'on pourrait, vous m'entendez bien? Est-ce qu'on pourrait penser à utiliser l'approche d'évaluation de risque, mais à plus court terme, sur des petits chantiers, sans nécessairement avoir appel à des prédictions là, de 50 ans, mais s'il y a de la pluie sur un chantier de tel type, des pluies de 2-3 jours, on a un problème. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette équation-là pour essayer vraiment de cibler, évaluer les risques, là, mais plus à court terme? Je pense que ça serait possible de le faire. Là. Les membres qui avaient travaillé à essayer d'intégrer les modèles prédictifs de M. Hart, je crois, à l'Université du Nouveau-Brunswick, où il y a un modèle dynamique de drainage, là, puis ils arrivaient à définir la hauteur des nappes phréatiques en fonction des événements climatiques récents, pour éventuellement nourrir un ordinateur de bord. Pardon. Pour éventuellement nourrir un ordinateur de bord avec une carte relativement détaillée. Le problème qu'ils ont eu, c'est que pardon, il n'y a pas de lien entre l'orniérage puisque la carte nous répond, la carte dynamique fournissait. Là. Le mariage n'était pas clair. Là. Tu t'attends, OK, j'ai mon sol qui est en train de s'assécher, mais ça ne dit pas qu'il est plus ou moins susceptible à l'orniérage. Il y avait tout ce bout-là à comprendre. Là. On a instrumenté des équipements pour pouvoir mesurer les profondeurs d'ornière, passage après passage, de manière détaillée. Puis le lien n'est pas fort. Donc la carte donnait une indication, mais ne permet pas de faire une prédiction raisonnable. Si c'est à ça qu'on pense, peut-être qu'il y a une solution à creuser davantage de ce bord-là. Mais à l'échelle de l'hectare, par exemple, on reste encore dépendant d'un diagnostic établi à l'œil. Y a-t-il une autre question en salle? Il n'y en a pas en région. Dernière chance? Oui. André Plamondon, Université Laval. Philippe, est-ce que dans vos études sur le terrain, vous avez observé la profondeur de la nappe phréatique versus l'orniérage, par exemple? Qu'on a été capable d'établir certains liens entre la profondeur de la nappe et puis la capacité de support du sol? Ben, moi, je ne l'ai jamais étudié à proprement parler. Ce qu'on a on se fie sur les indices de la végétation indicatrice, notamment, pour essayer de typer notre type. On a fait des études qui relèvent de la science appelée la terramécanique, l'étude des interactions entre les véhicules et les sols. On a fait des essais en période sèche, on a fait des essais en période humide, on a essayé de comprendre la dynamique de l'orniérage. On était affecté parce que la capacité de rétention au champ, qu'on appelle, là, oui, de l'eau, là, ben, évidemment, elle était atteinte dans un cas puis pas dans l'autre. Vous direz que ça fait un positif mal balancé, là, mais on parlera des détails. Mais toujours est-il que jamais on a creusé des pédales, jamais on savait dire la nappe phréatique était certainement un mètre en dessous de la surface du sol. OK. Et malgré ça, il y a un phénomène de creusage d'ornière. Les débardeurs ont toujours on mesurait le slip Oui, c'est ça, du débardage. On essaie de comprendre les variables qui ont des effets sur la formation de l'ornière. Là. Puis, mais évidemment, la question de l'eau, de l'humidité, sans avoir la hauteur de la nappe, déjà d'avoir de l'eau dans les surfaces du sol, un taux d'humidité, on pourrait appeler une porosité comblée par de l'eau, ça nous permettait de voir une dynamique différente. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait d'affaire, essayer d'établir
les relations entre la hauteur de la nappe et puis la capacité. Ben là, je nous inviterai à consulter M. Hart, notamment. Là. Oui. Je pense que s'ils n'ont pas les règles d'établir clairement le lien, il doit y avoir une petite incluse de pourquoi. Là. Mais est-ce que c'est la nappe, à proprement parler? Est-ce que c'est la capacité au champ? C'est quoi la variable qui fait que le lundi matin, il y a plus que la fin de semaine? La semaine de pêche a été méchante. Que les opérateurs, ils se demandent s'ils vont revenir ou pas. Souvent, ils savent le prédire, ils savent le dire. J'ai pas de chance ici, on va être en problème. C'est pas la même hauteur de nappe, de toute façon, selon les cycles non plus. Non. La caractéristique, la tourbe et tout. En Ontario, ils ont un environnement réglementaire assez sévère. Là. Puis, dès qu'on détecte 20 mètres d'ornière sur le premier sentier du lundi matin, en principe, le chantier est fermé. Ils savent le détecter rapidement. On va passer à une autre question en place. Oui, un petit commentaire. J'ai le temps, avec l'idée de profondeur de nappe, ce qui est intéressant par rapport au... On cherche beaucoup à mitiger les effets de la foresterie sur les émissions de gaz à effet de serre. Puis la question du méthane est assez claire. C'est que si la nappe est sous 30 cm et plus basse que 30 cm, il n'y en a à peu près pas de méthane. On n'en mesure pas. Mais au-dessus de ça, c'est vraiment exponentiel. Donc, tout ce qui peut être fait pour garder la nappe sous un 30 cm, ou comme on le voyait, là, s'il y a une restriction qui fait que pour une grande partie du parterre, la nappe était sous 30 et augmente, là, on a beaucoup d'effets sur le méthane. C'est une piste intéressante. Quand je voyais les images de comblement, ça peut peut-être contrebalancer ça, mais c'est ça. Tout ce qui va monter la nappe au-delà de 30 cm peut être très, très néfaste. Ah oui, on est incapable de lier le coût de l'activité avec les effets. C'est ça. Ça me plaît. Dernière chance pour une question. Donc, il n'y en a pas. Alors, merci Glenn, merci Philippe pour votre présentation. Les changements climatiques et les opérations forestières doivent s'adapter. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 13 février, qui s'intitule « Dégradation des sapins baumiers tués par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, de la chaîne biologique à la chaîne de valeur ». Le conférencier sera Christian Hébert, chercheur au CFL à Ressources naturelles Canada. Alors, je vous remercie et bonne fin de journée.